Je n'ai jamais aimé la Saint-Valentin. J'ai toujours considéré cette fête comme un prétexte commercial. Peut-être parce que jusque récemment, j'avais toujours été célibataire. Il y a 2 ans pourtant, j'avais enfin rencontré ma moitié. Un homme merveilleux qui m'adorait et avait cette capacité à me faire me sentir belle et brillante. À son côté, j'étais épanouie, heureuse. J'étais enfin moi-même. Il me faisait vibrer. Toutes les personnes que j'avais rencontrées auparavant n'étaient pas réellement intéressées par moi. Au mieux, elles me consacraient un peu de temps pour parler et me faire croire que nous formions un semblant de couple. Mais au bout du compte, tout ce beau monde recherchait la même chose. Avec Pierre, c'était différent. Sitôt que je l'ai vu, j'ai compris qu'il était celui que j'attendais depuis toujours. Malheureusement, la vie me l'a enlevé brutalement, il y a tout juste 3 mois, dans un accident de la route. Aujourd'hui, plus que jamais, je déteste la Saint-Valentin. Depuis, j'ai toujours refusé de me remettre avec qui que ce soit. Néanmoins, je reste une femme dans la trentaine, avec les envies et les désirs d'un corps encore dans la force de l'âge. Si je m'opposais farouchement à l'idée d'accueillir qui que ce soit d'autre dans mon lit, sachez que l'appel des plaisirs charnels est tout aussi fort chez les femmes endeuillées que chez n'importe qui d'autre. J'ai longtemps éprouvé du mépris pour les boutiques spécialisées dans le domaine, pour les sex shops en clair. Je trouvais cela dégradant, vulgaire, ostentatoire. Pourtant, j'ai fini par me résoudre à pousser la porte de l'un d'entre eux. À l'approche de la Saint-Valentin, toutes les enseignes, de la grande surface au commerce d'hiver, vantaient les promos de la fête des amoureux, faisant ressurgir le manque que je ressentais et ouvrant un peu plus grand la plaie qui avait fendu mon cœur quelques mois plus tôt. Mon entrée dans le magasin avait quelque chose de caricatural. J'ai instinctivement adopté la posture voûtée et fébrile d'une personne cherchant à tout prix à camoufler son identité. La lumière étant tamisée, j'ai cependant dû renoncer à garder mes lunettes de soleil, accessoire au demeurant bien peu naturel en plein mois de janvier. Je ne voulais pas de tous ces gadgets fluo au design tous plus agressifs les uns que les autres. Prendre en main un objet imitant l'appareil masculin ne me mettait vraiment pas à l'aise, et je n'avais pas envie de me plonger dans l'étude des différences entre les articles proposés. Je recherchais quelque chose de plus noble, sans pour autant avoir la moindre idée de ce qu'un produit noble pouvait bien être en pareil lieu. Mon désarroi évident devant tant de nouveautés audacieuses n'a pas échappé à la responsable du magasin, qui a quitté son comptoir pour s'enquérir de ma recherche. J'ai alors commencé à m'empêtrer dans des hésitations sans fin, m'excusant platement de ne pas savoir ce que je recherchais et en insistant bien sur le fait que je n'étais pas à l'aise avec les objets traditionnellement vendus dans ce type de commerce. Elle a acquiescé d'un signe de tête, me signifiant qu'elle comprenait parfaitement ma demande. Je l'ai suivie dans une pièce annexe, abritant des rayonnages bien moins communs mais bien plus élégants. Sur les étagères était exposée une multitude d'œufs de couleurs différentes. Des œufs de yoni, dont la fonction principale, après la rééducation périnéale, était de partir à la rencontre de notre féminin sacré. Croyant à une mauvaise plaisanterie, je levai les yeux au ciel, mais le regard de la femme m'arrêta net. Elle posa sa main sur mon bras. « Je sais que ce milieu vous effraie. J'ai l'habitude des personnes qui ne sont pas à l'aise. J'en vois tous les jours. » me rassura-t-elle avant de poursuivre. « Je sens que vous avez besoin de reprendre confiance. De vous retrouver afin de réapprivoiser votre corps. L'œuf de Yoni vous permettra de vous reconnecter à tout cela. La suite viendra en son temps. » Je sentis les larmes me monter aux yeux. C'était la vérité. Avant de retrouver la douceur d'autre corps, je devais d'abord préparer le mien, en prenant soin de ma personne. Les œufs étaient de tailles diverses et de couleurs variées, tous constitués à base de pierres de qualité. « Chacune apporte son lot de bienfaits, » reprit la vendeuse. « Le quartz rose renforce la confiance en soi et la douceur. » Pas mal, pensai-je. En matière de douceur, je ne pouvais plus guère compter que sur moi-même. « L'améthyste favorise la sérénité et aide à accepter la réalité. » Accepter la réalité ? Quoi de mieux, alors même que je me trouvais en pleine phase de déni ? Peut-être que cela m'aiderait à accélérer le processus de deuil ? L'aventurine permet de tourner la page sur des situations sans issue, de se recentrer sur soi tout en faisant les bons choix. Voilà que cela se compliquait. Chaque pierre véhiculait un grand nombre d'éléments positifs dont j'allais avoir grandement besoin. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de rester terre à terre. À 25 € l'unité, je n'allais pas pouvoir me permettre de les acheter tous. Elle termina de passer en revue les bénéfices de chaque pierre, et j'arrêtai mon choix sur la serpentine. Ma priorité absolue était de me prémunir contre les émotions négatives qui m'assaillaient et de m'apaiser. Le reste viendrait ensuite.
Tout en emballant délicatement l'œuf, la femme me montra un petit fascicule qu'elle glissa à l'intérieur de l'emballage. Surtout, veillez à lire bien attentivement ces lignes avant toute utilisation, insista-t-elle. Il est très important de respecter les instructions à la lettre, afin d'éviter de subir des effets indésirables. Je haussai les épaules, la remerciai et m'empressai de déguerpir avec ma nouvelle acquisition soigneusement dissimulée sous mon manteau. J'aurais de toute façon besoin d'aborder la situation à tête reposée et dans le calme de mon foyer. Lorsque je rentrai chez moi, j'étais épuisée. La semaine reprit son cours et j'en oubliais bientôt l'existence de l'œuf dans le tumulte des sollicitations professionnelles et des obligations du quotidien. Ce n'est qu'en rentrant d'une soirée entre amis, en fin de semaine, que je me rappelai mon achat. Malgré la bienveillance et la pudeur de ces derniers, le fait de voir les couples profiter d'un bon moment me rappelait ce que j'avais perdu et qui ne reviendrait plus jamais. Les mains tremblantes, je sortis alors l'œuf de son emballage. Aussitôt, le manuel d'utilisation tomba sur mes genoux. Je faillis le laisser de côté, mais l'insistance de la vendeuse me revint en mémoire. Ne jamais sous-estimer l'importance d'un mode d'emploi. En refusant de prendre ces quelques minutes pour le lire, vous pourriez bien vous maudire par la suite, avait-elle décrété. Ce devait être encore un de ces coups de bluff théâtraux dont seuls les commerçants ont le secret pour nous faire croire qu'ils nous vendent un produit exceptionnel. En dépit de cette certitude, je m'installai confortablement dans mon lit et entamai ma lecture. Règle numéro 1. Avant toute utilisation, veillez à charger la pierre au soleil durant 3 heures, après l'avoir soigneusement nettoyée à l'eau salée durant 3 heures également. Faites très attention à ne pas omettre cette étape. Règle numéro 2. Les œufs sont censés vous apporter bien-être et apaisement. Retirez-les au moindre inconfort. Règle numéro 3. N'utilisez jamais l'œuf durant la nuit. Les énergies libérées par ce dernier ne sont pas compatibles avec celles de l'activité nocturne. Veillez donc également à ne jamais vous endormir avec. Il est crucial que vous preniez conscience que l'œuf doit être hors de votre corps durant la nuit. Règle numéro 4. Évitez les utilisations prolongées. Cet œuf ne doit jamais être porté plus d'une demi-heure d'affilée, même pour une personne habituée à l'utilisation de ces objets. Au-delà de ces 30 minutes, il est donc impératif de le retirer, quelle que soit votre résistance. Ne le gardez sous aucun prétexte. Règle numéro 5. Ne portez jamais l'œuf sur vous pendant vos règles. Vous possédez déjà bien trop d'énergie et de puissance intérieure durant cette période. Certains effets indésirables pourraient être libérés dans le cas contraire. En arrivant au terme de ma lecture, je me demandais si cette suite de règles était une mauvaise plaisanterie. Je me sentais ridicule d'avoir cru à ces balivernes et perdu plusieurs minutes à lire ce tissu d'ineptie. Il était évident qu'avant de s'insérer un corps étranger, il était nécessaire de le nettoyer et de ne pas abuser de leur utilisation au risque de provoquer l'effet inverse à celui recherché. Ce n'était pas la peine de monter cela en épingle en gaspillant de l'encre pour imprimer des fascicules aux allures de grimoire. Je regardais mon œuf. La simple vue de sa belle couleur, à mi-chemin entre le vert et le jaune, me procurait déjà un effet apaisant. Je fermai les yeux et resserrai mes doigts sur la pierre lisse et froide, respirant profondément. La démarche n'était pas anodine. Il paraissait stupide de s'insérer un joli caillou dans un endroit pareil en pensant que cela allait résoudre tous nos problèmes. Je m'efforçai de chasser ces pensées en me remémorant les règles édictées par le manuel. J'avais nettoyé la pierre avec de l'eau et l'avais laissée sécher sur un rebord de fenêtre. La condition numéro 1 était donc remplie à mon sens. Ensuite, il faisait certes nuit, mais nous étions encore en fin de soirée pour moi. Il me suffirait de ne pas m'endormir avec cette chose en moi, conformément à ce qui était préconisé. De toute façon, étant totalement novice dans ce domaine, je ne comptais pas le garder des heures durant. Le fait de devoir le retirer au terme d'une demi-heure maximum m'arrangeait bien. J'y ai encore passé quelques minutes à observer l'œuf, comme hypnotisé. Sa teinte était décidément magnifique, et je ressentais une sensation de plénitude à sa vue. Je finis par me résoudre à l'utiliser de la manière prévue. Mal à l'aise, je me positionnais afin de finaliser l'opération. C'était une sensation étrange. Rien de désagréable, mais je peinais à me détendre tout à fait, en raison du caractère inédit de cette action. Je choisis de me distraire avec un magazine. Si je pensais à autre chose,
Cela me permettrait peut-être d'épouser pleinement et naturellement les contours de l'œuf. Cette décision s'avéra fort pertinente. J'étais si absorbée par la lecture d'un article concernant le processus de deuil que j'en oubliais presque l'objet. Lorsque je levai le nez, je constatai avec étonnement que cela faisait déjà près de 35 minutes que je l'avais inséré. Haussant les épaules, je me rendis à la salle de bain pour l'évacuer et le nettoyer. Certes, le mode d'emploi préconisait de ne pas excéder une demi-heure, mais il n'était tout de même pas à quelques minutes près. La manœuvre semblait intuitive et pourtant rien ne vint. Je consultai même plusieurs sites spécialisés afin d'en avoir le cœur net. Rien à faire. J'utilisais la bonne méthode et pourtant, après un bon quart d'heure, l'œuf n'avait pas reparu. La femme de la boutique avait pourtant été formelle. « Ne vous inquiétez pas, l'œuf ne restera jamais coincé, » avait-elle affirmé. C'était biologiquement impossible. Je commençais à avoir peur. Qu'était-il arrivé ? Était-il possible que l'œuf ait traversé l'une des parois pour venir se loger un peu plus loin dans ma chair ? J'écartai cette hypothèse. Si c'était le cas, nul doute que la douleur aurait été fulgurante. Or, je ne ressentais plus rien. Ni lourdeur, ni gêne. Rien. Les sensations du début avaient disparu. Je pris le parti d'aller me coucher après une ultime vérification. Il n'y avait rien d'autre à faire. Aucun effet indésirable ne se faisait sentir et les 30 minutes étaient largement dépassées à présent. Au matin, je me réveillai en sursaut, me souvenant du désagrément de la veille. Je n'osais pas aller trouver la gérante du magasin pour lui expliquer. Outre le caractère extrêmement gênant de la situation, je n'avais pas envie d'un sermon interminable me reprochant de ne pas avoir respecté les précautions d'emploi. Et puis, ce n'était pas elle qui allait me le retirer, cet œuf. 3 jours s'écoulèrent sans aucune manifestation notable. Mais la 4e nuit, je fus réveillée aux premières heures du matin en ressentant des douleurs atroces dans le bas-ventre. J'avais l'impression que l'on m'écartelait et m'écrasait à la fois, que quelqu'un tirait mes organes internes avec une pince. Je me redressai avec peine. Incapable de me lever pour me rendre à la salle de bain, je me saisis d'un mouchoir afin de vérifier qu'il n'y avait pas de sang. Je n'en trouvais pas une goutte, et pourtant, la souffrance s'intensifiait au fil des minutes, pour bientôt devenir parfaitement insoutenable. Je me mordais les lèvres pour ne pas crier, mais ce fut peine perdue. Des râles tout droit sortis de l'arrière-gorge envahirent la pièce. On aurait dit qu'un animal blessé émettait des hurlements d'agonie. Je luttai pour ne pas me laisser aller à la panique, me saisis de mon téléphone et composai le numéro des urgences. Contre toute attente, une ambulance me conduisit à l'hôpital le plus proche. Le médecin qui m'examina ce soir-là était perplexe. Il ne trouva rien, aucun corps étranger, ni aucune grossesse. Son inspection fut corroborée par l'échographie que l'on me fit passer. Malgré l'absence de toute pathologie, les soignants ne parvenaient pas à stabiliser mon état. Je hurlais de douleur. Le monitoring révéla que les contractions de mon ventre surpassaient de loin la souffrance ressentie par une femme en train d'accoucher. Je ne les entendais plus, trop assommés par cette sensation de feu intérieur qui me consumait. Finalement, ils optèrent pour une anesthésie générale, en vue de se donner davantage de temps pour trouver une solution. Je me réveillai dans la matinée, sentant que l'on me tapotait doucement l'épaule. Ma vision était floue, mais je pouvais distinguer les traits d'une infirmière qui me souriait. « Où suis-je » balbutiai-je faiblement. « Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes arrivé cette nuit avec de très fortes douleurs au ventre. Vous vous souvenez ?»« Oui, mais que s'est-il passé ? C'est terminé ?» Vous souffriez tellement que l'on a dû vous endormir. Comment vous sentez-vous maintenant ? Je me redressai sans difficulté. Les horribles crampes avaient disparu, et si je me sentais encore un peu engourdie, j'allais bien. « Ça va », marmonnai-je d'un air absent. « Je peux sortir bientôt ?» L'infirmière esquissa un sourire amusé. « Pas toute seule. Mais rassurez-vous, nous avons appelé votre conjoint. Il passera vous chercher un peu avant midi. » Mon sang ne fit qu'un tour. C'était impossible. Pierre était mort 3 mois auparavant, et même si je n'avais pas encore eu le courage d'effacer son numéro, il était impossible que qui que ce soit ait répondu à leur coup de téléphone sans les aviser de la situation. « Attendez, mais mon compagnon est décédé il y a 3 mois, alors qui avez-vous eu au bout du fil ?» Je vous assure que c'est votre conjoint qui nous a répondu. Reposez-vous encore un peu, d'accord ? Et faites-vous encore dorloter une fois rentré. Il semble que vous en ayez besoin. Répondit l'infirmière d'un ton compatissant avant de quitter la chambre. Je reçus une dernière visite du médecin qui m'assura une nouvelle fois que tout était en ordre. Après avoir rédigé une prescription de 2 boîtes d'antidouleurs et une semaine d'arrêt, il tourna les talons à son tour et je restai seule. Je passai les heures qui suivirent à tourner et retourner la situation dans ma tête. Comment se faisait-il que Pierre soit encore en vie ?
Est-ce que j'avais subi un choc plus important que l'on ne voulait bien me le dire ? Peut-être avais-je développé une amnésie partielle 3 mois plus tôt et que Pierre n'avait en fait jamais eu d'accident ? Les questions tourbillonnaient encore lorsque la porte s'ouvrit. « Bonjour ma chérie. Alors, tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. » Interdite, je le regardais s'approcher. C'était lui, il n'y avait aucun doute. Même s'il avait été au milieu d'une armée de sosies, je l'aurais reconnu. Il possédait cette aura de bienveillance que je n'avais jamais trouvée chez nul autre. « Ouh, tu es encore dans le gaz, toi. Ne t'inquiète pas, on va rentrer à la maison et je vais bien m'occuper de toi. J'ai pris 2 jours de congé. » Je le scrutais attentivement, alors qu'il me prenait par le bras pour m'aider à me lever. « Pierre, je ne comprends pas. Ton accident avec le train, ta voiture, elle était inutilisable et toi... » Il éclata d'un rire insouciant. « Ah, la voiture ? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Une aile un peu pliée, un phare cassé, quelques éclats dans la vitre avant, rien de plus. Quant à moi, comme tu le vois, je suis en pleine forme. » Il mima un culturiste, montrant ses biceps pour me faire rire, mais j'étais bien trop abasourdi pour m'en amuser. C'est précisément à ce moment qu'une aide-soignante entra pour nous signifier que tous les papiers étaient en ordre, me souhaitant bon retour. Je la vis réprimer un petit sourire, alors que Pierre tentait de se redonner une contenance. Feignant que rien ne s'était passé, il la remercia et poursuivit. « Ce serait une bonne occasion d'en changer. J'avais prévu de le faire de toute façon. J'ai emprunté la tienne pour venir te chercher. J'espère que tu ne m'en veux pas. » Tandis que nous traversions le parking, je continuais de l'observer à la dérobée. Le monde qui nous entourait paraissait normal, lui n'avait pas changé, et j'étais certaine d'avoir toute ma tête. Mais alors, que se passait-il ? Plusieurs jours s'écoulèrent, et je finis par renoncer à comprendre. Pierre était toujours aussi prévenant et amoureux qu'avant sa mort. Toujours aussi drôle, intelligent, investi. Aucune trace de l'œuf non plus, si bien que je commençais à croire que tout ceci n'avait été qu'un cauchemar. En revanche, je ressentais un manque persistant, un fond de tristesse que je ne m'expliquais pas. C'est comme si l'abattement que j'éprouvais depuis l'annonce du décès s'était estompé, mais demeurait en sourdine. Quant à Pierre, il me faisait toujours vibrer, mais différemment. Bien entendu, je ne pouvais pas lui en parler. Comment aurais-je pu ne serait-ce qu'aborder le sujet ? « Hé chérie, je voudrais que tu sois franc avec moi, tu es mort ou pas finalement ?» Même en usant de bien plus de tact, je ne voyais pas comment amener cette discussion. La seule différence notoire que je pouvais constater était qu'il semblait éviter tout contact avec l'extérieur, prétextant qu'il voulait rester avec moi jusqu'à ce que j'aille mieux et que cette déprime passagère se dissipe. Par moments, il était étrange, adoptant des comportements excessifs. Il lui arrivait de me couvrir de cadeaux, parfois coûteux, et ce sans raison particulière. Des bagues, des colliers de perles. S'il avait toujours été prévenant, c'en devenait presque trop à mes yeux, mais lorsque je le lui signifiais, il trouvait systématiquement une justification. « Mes cadeaux ? Trop beaux ? Pourquoi ? Je veux simplement crier au monde entier que j'aime ma femme !» À tel point que tu ne viens plus jamais quand on est invité chez les amis ou la famille. Tu me laisses toujours aller seule quand il faut sortir quelque part. « C'est pour te laisser de l'espace. Et puis, tu sais, il y a encore un peu le contre-coup de l'accident. Je sens que je suis plus fatigable depuis. » Songeuse, je me contentais d'acquiescer d'un signe de tête. C'était bizarre. Quand j'avais fait allusion à l'accident à ma sortie de l'hôpital, il avait balayé mes craintes d'un ton désinvolte, faisant presque passer cela pour un banal accrochage. Alors pourquoi évoquait-il un tel choc à présent ? J'avais le sentiment qu'il me cachait quelque chose, ce qui n'arrangeait rien à mon moral déjà en chute libre. Cet abattement inexplicable me rongeait, au sens littéral. J'avais perdu 6 kilos en l'espace de 2 semaines, et je dormais mal. Dès que j'éteignais la lampe et que je fermais les yeux, je percevais des mouvements lumineux derrière mes paupières closes. Lorsque je les rouvrais, je voyais des gerbes de feu traverser la pièce. Pierre, lui, dormait comme une souche. Je n'osais pas le réveiller. Il faisait déjà temps pour moi, s'affairant pour être aux petits soins durant la journée, qu'il aurait été ingrat d'interrompre son sommeil. Cela durait depuis environ 10 jours et j'étais épuisée, d'autant que j'avais repris le travail. Un soir, n'y tenant plus, je me suis rendue dans le salon et j'ai ouvert la fenêtre qui donnait sur une petite terrasse pour prendre l'air. Là, je me figeais de stupeur. Les gerbes incandescentes m'avaient suivie et elles décrivaient de grands arcs de cercle au-dessus de la rue. Je me ruais vers la chambre pour récupérer mon téléphone et filmer cette scène surréaliste. J'avais besoin de me prouver que je n'étais pas en train de devenir complètement folle. Quand je revins, les traînées de flammes dansaient toujours, comme pour me narguer. Je réussis à capturer leurs mouvements durant plusieurs secondes.
Puis, elles ont disparu. Exténuée, je me laissais retomber sur le lit, le téléphone encore à la main. Je me sentais subitement sans force et je ne réussis même pas à visionner la vidéo. Rattrapée par le sommeil, je m'endormis d'un coup. Le lendemain, je décidai d'engager une discussion avec Pierre. Il se passait trop de choses étranges et j'avais besoin de démêler le vrai du faux. « Tu ne vois jamais rien de bizarre la nuit ?» De bizarre? Pourquoi? Les soirs, je m'endors comme une masse, tu le sais bien. D'ailleurs, je suis sûr que la nuit dernière, j'ai encore ronflé comme un sonneur, non? C'est que j'ai filmé quelque chose d'anormal la nuit dernière. Je voudrais que tu vois ça. Je lançai la vidéo et réprimai un hoquet de stupeur. Chérie, mais pourquoi tu as filmé la rue? Il n'y a rien là, enfin, je crois. Il faut regarder à quel endroit exactement. Je fixais l'écran avec effarement. Je comprends pas, c'était là. Je les ai vues pourtant, elles étaient là. Qu'est-ce qui était là? Les traînées de feu, les sortes de gerbes incandescentes. Elles ont commencé dans la chambre, puis elles m'ont suivi quand je suis allée à la fenêtre. Elles dansaient, elles étaient devant le balcon, dans la rue, elles... Oh là, je crois qu'il n'y a pas que moi qui ai subi un choc dernièrement. Tu devrais te reposer aujourd'hui. Tu n'as pas l'air en état d'aller au travail. Allons, va donc te reposer. Pendant ce temps-là, moi, je vais à la douche. Je me laissai retomber sur ma chaise, poussant un soupir résigné. Je devais en avoir le cœur net. Quelque chose n'allait pas avec Pierre. Il était toujours le même, mais sans vraiment l'être. À pas de loup, je me dirigeai vers la salle de bain et entr'ouvris la porte. Il me tournait le dos et cherchait quelque chose dans l'un des placards. Mon sang ne fit qu'un tour. Son dos décrivait une espèce de S, s'étendant et se rétrécissant dans des angles humainement impossibles alors qu'il s'affairait devant les étagères. Lorsqu'il se pencha pour ramasser une serviette tombée au sol, son buste se tordit à 90 degrés vers la droite, exactement comme s'il n'avait pas de colonne vertébrale. Je réprimai un petit hoquet. Il sembla l'entendre, car il se redressa et s'immobilisa, tendant l'oreille durant quelques secondes. Là, dans le reflet du miroir, je vis l'horreur absolue. À la place de son visage, il y avait une tête de serpent. Je tournai les talons et détalai. Outre la terreur que m'inspiraient ces reptiles en temps normal, mon esprit ne parvenait pas à comprendre comment une telle chose avait pu se produire, et surtout, qui était Pierre en réalité. Je passai la journée à réfléchir, retournant la situation dans tous les sens. Pierre devait avoir raison, j'étais fatiguée. Je tentais de rationaliser ce que j'avais vu, me refusant à croire que j'étais en proie à des hallucinations. Les gerbes de feu devaient être une version intensifiée des fameuses mouches jaunes qui envahissent notre champ de vision en cas de forte fatigue. Quant au serpent, je n'étais plus très sûre de ce que j'avais vu. Après tout, la porte n'était qu'entrouverte et ce devait être l'angle de mon champ de vision qui avait rendu propice cette interprétation de la scène. À présent, le nez à la fenêtre, je sirotais un café, songeant avec nostalgie que ma vie était bien différente tout juste 3 mois auparavant. Incomparablement plus belle. Les yeux pleins de larmes, je regardais au loin, quand un détail attira mon attention. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une guirlande qui oscillait au vent, mais en observant plus attentivement, je constatai avec effarement que la forme qui serpentait dans le ciel était un dragon. Il flottait silencieusement, ondulant dans le ciel gris. Bouche bée, je ne pouvais détacher mes yeux de cet immense serpent ailé qui se déplaçait lentement. Après plusieurs secondes d'incrédulité, je me précipitai sur mon téléphone dans l'espoir que cette fois, je puisse consigner une preuve, vidéo à l'appui. Je la montrerai ensuite à Pierre, qui devait rentrer d'ici quelques minutes. À peine avais-je appuyé sur le bouton d'enregistrement que la porte s'ouvrit. « Salut, mais qu'est-ce que tu fais ?» D'un geste vif, j'attrapai Pierre par le poignet et le menai vers la vitre. « Regarde vite, le dragon, il y a un dragon dehors !» Tournant la tête vers lui, je surpris son regard désabusé et me sentis instantanément très bête. « Un dragon? Mais il n'y a pas de dragon, qu'est-ce que tu racontes ?»« Mais si, dehors, au loin dans le ciel, il était là-bas, Tu as vu un cerf-volant, c'est ça? Ou une banderole et tu as confondu ?»« Non, c'était un dragon! C'était un dragon !» J'éclatai en sanglots. « Je te jure, il faut que tu me crois. C'était un dragon, je te le jure. S'il te plaît, dis-moi que tu me crois. » On ira voir le médecin demain, conclut Pierre après avoir pris une grande inspiration. Je passai le reste de la soirée à faire profil bas. J'essayais de parler au minimum. À chaque fois que je le faisais,
C'était soit pour tenir des discours incohérents, soit pour me plaindre ces derniers temps, et je ne comptais pas encore aggraver mon cas. J'étais certaine que Pierre pensait que j'étais folle désormais. Peut-être que je l'étais. Il était assis dans l'un des fauteuils du salon. Je l'observais à la dérobée quand tout à coup, quelque chose attira mon attention. Son reflet. C'était bien sa silhouette qui se découpait sur la baie vitrée du salon, à un détail près. Une fois encore, son visage avait été remplacé par une tête de serpent. Horrifiée, je m'approchai doucement, tentant de masquer mon dégoût et ma peur. J'avançai sur la pointe des pieds, le scrutant attentivement quand il leva les yeux vers moi. Son visage était parfaitement normal. « Tout va bien ?» Mes yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la panique. « Oui, enfin, non. Tu crois qu'on peut voir un médecin dès ce soir ?» « Malheureusement, je ne pense pas. Tu te sens mal, tu veux que j'appelle une ambulance ?»« Non, ça va aller. Ça va aller, je vais aller dormir, je crois. Ça ira mieux après, oui, ça ira mieux après. » Dire que je passais une nuit cauchemardesque est un euphémisme. Je comptais les heures, les minutes, les secondes même, prête à bondir sur le téléphone sitôt le jour levé, afin de trouver un médecin qui voudrait bien me prendre en urgence. Les orbes de feu dansaient toujours, mais je ne m'en préoccupais plus. Je ne quittais pas des yeux la chose qui avait remplacé Pierre dans le lit avec moi. Que pouvait-elle me faire ? Que voulait-elle ? Et surtout, qui était-elle ? Je ne sais comment j'ai réussi à obtenir un rendez-vous chez un docteur dès le lendemain matin. Sans doute que mon ton paniqué au téléphone avait frémir la personne au bout du fil. Je suis sortie de là avec des antidépresseurs et des anxiolytiques. Je me suis empressée d'ingurgiter ces derniers, flirtant dangereusement avec le dosage maximal autorisé. Depuis, j'attends. Les anxiolytiques sont censés faire effet au bout d'un quart d'heure environ. Or, je ne ressens aucune amélioration. Mes idées noires sont toujours là, et j'ai encore aperçu le dragon au loin dans le ciel tout à l'heure. C'en est trop. Je sais que Pierre est mort, et que quelque chose d'autre le remplace sous notre toit. Je suis à bout, épuisée, terrifiée, et sans lui, je n'ai plus de raison de vivre. Je veux le rejoindre, alors j'attends. J'ai stationné ma voiture sur les rails d'une voie de chemin de fer, celle-là même sur laquelle un train a percuté son véhicule il y a 3 mois. Je fais cet audio en attendant le train, afin que ceux qui m'aiment comprennent mon geste. Le compagnon de la narratrice est effectivement décédé d'un accident de la route. L'homme qui se présente sous ses traits est en réalité une créature inspirée de la légende du serpent ardent. Dans la mythologie slave, celui-ci, plus connu sous le nom de serpent Lubak, entre autres, est un démon se présentant sous la forme d'un serpent anthropomorphe. Cette entité maléfique se manifeste la nuit, prenant l'apparence d'un amour perdu auprès des femmes endeuillées. Ces dernières se persuadent alors que leur amant est revenu. Toutefois, la visite du serpent occasionne chez ces personnes des signes de folie, hallucinations et autres épisodes dépressifs, pouvant mener jusqu'au suicide. L'œuf, dont la narratrice a fait l'acquisition, renfermait l'une de ces entités.